J'ai laissé ma fille et son mari vivre dans ma maison, comme locataire, pendant 3 ans. Un matin, je suis rentrée chez moi après une séance de chimiothérapie et j'ai trouvé la porte de ma chambre verrouillée, et mes affaires dans des sacs poubelles sur la véranda. Il s'est arrêté à l'entrée du garage et a dit : « Il est temps pour vous d'apprendre les limites. » Elle regardait simplement par la fenêtre. Je m'appelle Margaret. J'ai 63 ans et j'ai toujours vécu en Caroline du Nord. J'ai élevé ma fille, Diana, dans la maison que j'ai achetée avec mon défunt mari, Polo. Nous l'avions achetée à la fin des années 80, une petite maison confortable à 2 étages, en périphérie de la ville. Après que Polo est mort d'une crise cardiaque, alors que Diana n'avait que 10 ans, cette maison est devenue notre refuge. Tous les anniversaires, tous les Noëls, toutes les écorchures aux genoux et les larmes au milieu de la nuit s'y sont déroulées. Je me suis battue pour la garder pour nous. J'ai fait des doubles services au restaurant, nettoyé des maisons les week-ends, tout ce qu'il fallait. Diana était mon monde. Elle a grandi intelligente, drôle, un peu têtue, mais avec un bon cœur. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle a rencontré Marc lors de sa dernière année d'université. Je ne l'ai jamais vraiment aimé dès le début. Quelque chose chez lui m'a toujours dérangé. Il était arrogant, coupait toujours la parole aux autres, essayait constamment de paraître comme l'homme le plus intelligent dans la pièce. Diana disait qu'il était ambitieux, qu'il avait des projets. J'ai pensé que je devais lui donner une chance. Ils se sont mariés rapidement. Un simple mariage civil, sans grande cérémonie. Marc a perdu son emploi quelques mois plus tard, à cause d'une dispute avec son patron, et il ne pouvait plus payer le loyer de leur appartement. Ils sont venus me voir, l'air complètement perdu. Je me souviens du jour exact. Diana était assise à la table de ma cuisine, les larmes aux yeux et les mains tremblantes, me disant qu'il n'avait nulle part où aller. Marc était aussi assis là, les bras croisés, sans dire un mot. Je leur ai dit, bien sûr que vous pouvez rester. Cette maison est la vôtre aussi. J'ai quitté la chambre principale pour aller dans la petite chambre d'amis. Ils ont pris la chambre principale, et je leur ai dit de ne pas s'inquiéter du loyer ou des factures. Je pensais faire ce qu'il fallait. C'est à cela que sert une famille, non ? Les premiers mois se sont bien passés. Ils aidaient parfois avec les courses, cuisinaient un repas de temps en temps. Marc a même réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain une fois. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Marc est devenu plus audacieux. Il changeait des choses dans la maison sans demander, réorganisait le salon, a apporté un vieux canapé sans même en parler. Il agissait comme si la maison lui appartenait. Diana ne disait pas grand-chose, elle laissait faire. Puis je suis tombée malade. C'était un cancer du sein. J'ai commencé la chimiothérapie et tout a changé. J'ai essayé de garder mes distances, de rester dans ma chambre et de ne pas faire d'histoire. Je ne voulais pas être un fardeau. Mais la chimio m'a complètement anéanti. Je vomissais, j'étais faible, certains jours je ne pouvais même pas sortir du lit. La maison était devenue silencieuse autour de moi. Diana a arrêté de venir me voir. Marc a commencé à se plaindre de l'odeur des médicaments et disait que je rendais la maison déprimante. Je l'ai entendu une nuit. Il était dans la cuisine, en train de chuchoter à Diana. « Ta mère nous tire vers le bas. Elle ne va pas s'en sortir, Diana. Il faut qu'on pense à notre avenir. » Diana n'a pas protesté. Elle a simplement dit : « Je sais. » Je suis restée allongée dans mon lit, à écouter les 2 personnes que j'aimais le plus parler de moi comme si j'étais un problème dont elles devaient se débarrasser. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Le matin où tout a éclaté, c'était un mercredi. Je venais de terminer une séance de chimiothérapie. J'étais épuisée, la tête me lançait et tout mon corps me faisait mal. J'étais rentrée en voiture avec mon amie Carole. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. La porte de ma chambre, ma petite chambre d'amis, était verrouillée avec un cadenas. Une serrure en métal avait été vissée sur l'encadrement de la porte. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai essayé la poignée, pensant que je me trompais peut-être. Elle ne bougeait pas. Alors j'ai regardé autour de moi. Des sacs poubelles empilés sur la véranda. Mes vêtements, mes couvertures,
mes photos, tous entassés dans des sacs poubelles noirs, comme si j'étais un déchet qu'on jetait. Ma photo de mariage avec Polo dépassait d'un des sacs, plié et froissé. Je suis restée là, paralysée. Marc est sorti du garage, les bras croisés, avec ce petit sourire suffisant sur le visage. « Il est temps pour vous d'apprendre à poser des limites », a-t-il dit, comme s'il me rendait service. Diana était là-haut, à la fenêtre. Elle se contentait d'observer. Elle n'a pas dit un mot. Son visage était impassible. Ni colère, ni tristesse. Rien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Mes jambes allaient céder, ma tête tournait. J'ai supplié qu'on me laisse rentrer. J'ai dit que j'irais dans un refuge, que je partirais si on me laissait juste quelques jours. Marc n'a rien répondu. Diana venait tout juste de tirer le rideau. Je suis restée assise sur cette véranda pendant des heures. Le soleil me tapait fort, je sentais ma peau brûler, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais engourdie. Chaque fois que je regardais ces sacs poubelles, j'avais l'impression qu'on m'avait enfoncé un couteau dans le ventre. Cette maison n'était pas qu'un bâtiment. C'était ma vie. C'est là que j'ai élevé Diana, préparé les dîners du dimanche, ri et pleuré. Et maintenant, tout avait disparu. Monsieur Thompson, mon voisin d'en face, m'a sans doute vue assise là. Il s'est approché avec un verre d'eau, le visage inquiet. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il est resté bouche bée. Il secouait la tête comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Viens passer la nuit chez moi », a-t-il dit en me tirant doucement de la véranda comme si j'étais une poupée de chiffon. Je n'ai pas protesté. J'étais bien trop fatiguée pour réfléchir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Diana à cette fenêtre, debout là, à m'observer, comme si j'étais une étrangère, comme si je n'étais pas sa mère. Le matin suivant, je me suis réveillée tôt, encore dans le brouillard. Monsieur Thompson m'a préparé une tasse de café et nous sommes restés silencieux un moment. Puis il m'a demandé, très doucement. « Tu veux faire quelque chose ?» Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il parlait de la maison, de récupérer mes affaires. Mais il s'est penché vers moi, presque en chuchotant, et a dit. J'ai entendu certaines choses à propos de Marc. Il se trouve que Marc n'était pas le gentil garçon qu'il prétendait être. Il avait un casier judiciaire. Rien de très grave, quelques accusations anciennes pour des vols mineurs, une contravention pour conduite en état d'ivresse, et quelques amendes impayées. Mais ce n'était pas la pire partie. Monsieur Thompson m'a dit qu'il avait entendu de son fils, qui travaille dans un garage local, que Marc voyait une autre femme. Une femme nommée Danielle, qui travaillait dans un magasin de spiritueux près de l'avenue Maramont. Ils avaient été vus ensemble fréquemment ces derniers temps, très proches. Son fils les avait même vus sortir tard le soir d'un motel. Mon cœur s'est emballé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout ce que j'avais fait pour eux, après leur avoir offert un toit, Marc trompait Diana, et elle n'en savait rien. J'étais esséhurée. Mais alors, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus seulement une question de moi. Tout cela concernait aussi Diana. Il s'agissait de lui montrer qui était vraiment Marc, peut-être juste peut-être de récupérer ma maison. J'ai passé les jours suivants à rassembler des preuves. Le fils de Monsieur Thompson a accepté de m'aider. Il a pris des photos de Marc et Daniel ensemble, avec date et heure, parfaitement nettes, au motel, au magasin de spiritueux, et même dans un parc près de l'ancienne université. J'ai aussi commencé à fouiller mes propres documents et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, le titre de propriété de la maison. Mon nom était le seul qui y figurait. Je n'avais jamais signé quoi que ce soit transférant la propriété à Diana ou à Marc. Légalement, il n'avait aucun droit de me mettre dehors. J'ai contacté une avocate, une femme stricte et déterminée, nommée Rachel Miller. Elle a écouté mon histoire, regardé les photos et les papiers, puis elle a dit « Oh ma chère, ils sont tombés sur la mauvaise femme. » Rachel m'a aidé à déposer une demande formelle d'expulsion et nous avons lancé les démarches pour les poursuivre en justice. Mais en attendant, je voulais être sûre que Diana connaisse la vérité. Elle devait voir avec quel genre d'homme elle était mariée.
Alors, j'ai imprimé les photos de Mark et Daniel et je les ai envoyées anonymement à Diana, chez moi. J'ai fait en sorte qu'elle les voie toutes, jusqu'à la dernière. Et j'ai attendu. L'attente a été la partie la plus difficile. J'ai envoyé les photos le lundi. Le mercredi, je ne tenais plus en place. Je faisais les 100 pas dans le salon de Monsieur Thompson comme un animal en cage. Mon cœur battait la chamade, pas seulement à cause de ce que j'avais fait, mais aussi parce qu'au fond de moi, je savais que quelque chose allait se passer. Mark n'était pas du genre à encaisser sans réagir. Et Diana, je ne savais plus qui elle était. Le jeudi matin, j'ai eu ma réponse. J'étais assise à la table de la cuisine de Monsieur Thompson quand la sonnette a retenti. Il a regardé par la fenêtre puis s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. « C'est Diana », a-t-il murmuré. J'ai pris une grande inspiration et je suis allée à la porte. Diana était là, tenant l'enveloppe que je lui avais envoyée. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. « Maman », dit-elle doucement. « On peut parler ?» Je suis sortie. Diana regardait par-dessus son épaule, comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Ses mains tremblaient. Elle leva l'enveloppe. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je la regardai droit dans les yeux. « Est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Elles sont réelles, non ? » Elle ne répondit pas, regardant simplement les photos dans ses mains. Je vis son visage changer. Le choc. La colère. La confusion. Et puis autre chose, une pointe de honte. Mais aussi rapidement, elle s'est refermée. Elle serra la mâchoire et secoua la tête. « Je ne sais pas quoi croire », murmura-t-elle. « Diana, s'il te plaît. » J'ai essayé de garder ma voix posée. « Je sais que Mark te ment, et qu'il t'éloigne de moi. Je veux seulement que tu vois la vérité. » Mais elle n'a pas levé les yeux vers moi. Elle a murmuré qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, puis elle est partie, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. J'étais mal. Je ne savais pas si j'avais réussi à la convaincre ou si je n'avais fait qu'empirer les choses. Plus tard dans la journée, la situation s'est encore aggravée. Le fils de Thompson, Daniel, m'a appelé. Il m'a dit que Mark était entré dans le garage cet après-midi-là, furieux, claquant les portes, jurant sans arrêt, exigeant de savoir qui fouillait dans sa vie. Daniel n'a pas dit un mot. Il a juste baissé la tête. Mais il était clair que Mark était prêt à en découdre. Cette nuit-là, vers 23h, quelqu'un a tenté de s'introduire dans la maison de Monsieur Thompson. Nous dormions quand nous avons entendu du bruit, quelqu'un frappait violemment à la porte de derrière. Monsieur Thompson a appelé la police pendant que je restais assise là, dans le noir, le cœur battant à tout rompre. La police est arrivée rapidement, mais la personne s'était déjà enfuie. Ils n'ont arrêté personne, mais au fond de moi, je savais très bien qui c'était. Mark. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte. Aucun nom, aucune écriture reconnaissable. Juste 3 mots en majuscules. Reste loin. C'est là que j'ai su que ce n'était pas terminé. Loin de là. Diana n'avait pas encore quitté Mark. Pas encore. Et Mark n'allait pas me rendre ma maison sans se battre. Mais moi non plus, je n'allais pas reculer. Pas cette fois. Le mot sous la porte m'a profondément secoué, mais il a aussi réveillé une flamme en moi. Mark pensait pouvoir m'intimider. Après tout ce que j'avais vécu, la mort de Polo, élever Diana seule, la chimiothérapie. Il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. J'ai appelé Rachel, mon avocate, dès le lendemain matin. Je lui ai raconté la tentative d'effraction, le mot « tout ». Elle n'a même pas été surprise. « Les choses deviennent sérieuses », m'a-t-elle dit. « Mais Margaret, la loi est de votre côté. Restons concentrés. » Rachel a agi vite. Elle a déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence contre Mark pour harcèlement et intimidation. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas s'approcher de moi ni de la maison de Monsieur Thompson. Nous avons aussi avancé la date de l'audience d'expulsion. Elle était prévue pour la semaine suivante. Mais je n'en avais pas fini. Je n'allais pas rester là à attendre le jugement.
J'avais encore un atout dans ma manche. Avec l'aide de Daniel, j'ai creusé plus profondément dans le passé de Marc. Et ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'avais imaginé. Marc avait été licencié de son dernier emploi pour détournement de fonds. En plus, un mandat d'arrêt avait été émis contre lui dans un autre comté pour non-paiement de pension alimentaire, envers une femme nommée Lisa, avec qui il avait eu une relation avant Diana. Il devait des milliers de dollars, et d'après ce que j'ai appris, il évitait la justice depuis des années. J'ai tout imprimé, copie des dossiers, capture d'écran du mandat, documents sur la pension alimentaire impayée. J'ai envoyé tout le dossier, anonymement, à Diana. Je voulais qu'elle sache exactement avec qui elle était mariée. Et cette fois, je n'ai pas attendu. Je suis rentré chez moi la veille de l'audience d'expulsion. Monsieur Thompson et Daniel étaient à mes côtés. J'ai frappé à la porte, et quand Diana a ouvert, son visage était pâle comme un fantôme. Je n'ai pas perdu de temps avec des mots inutiles. Vérifie tes emails, ai-je dit. Et sois au tribunal demain. Elle n'a pas répondu. Elle est restée figée sur le seuil, paralysée. Je pouvais voir Marc derrière elle, faisant les 100 pas comme un animal en cage, me fixant comme s'il voulait me déchiqueter. Mais il n'a pas dit un mot. Pas avec Monsieur Thompson et Daniel présents, comme témoins. Le lendemain, au tribunal, ce fut le chaos. Marc a essayé de jouer la carte du calme et de la maîtrise. Mais quand Rachel a présenté les documents, mon nom sur l'acte de propriété, les antécédents judiciaires de Marc, le mandat, les photos avec Daniel, son visage s'est empourpré de honte. Il a commencé à hurler dans la salle, me traitant de menteuse, disant que j'essayais de détruire sa vie. Le juge l'a fait taire immédiatement. Quand Diana a vu les preuves, tout noir sur blanc, elle s'est effondrée. Là, au tribunal, elle s'est mise à sangloter, tout son corps secoué de tremblements. Un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Le juge a statué en ma faveur. Marc et Diana avaient 30 jours pour quitter ma maison, sans aucune exception. L'ordonnance de protection contre Marc a été prolongée d'1 an. Et le tribunal a informé le shérif du comté de son mandat d'arrêt en cours. Marc a été arrêté sur le champ, dans la salle d'audience. Diana est restée assise au fond, en larmes. Elle ne m'a même pas regardée pendant qu'ils emmenaient Marc menotter. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Après leur départ, je me suis assise dans ma maison vide, regardant les murs qui avaient vu tant d'amour et tant de douleur. Et j'ai compris une chose, cet endroit ne serait plus jamais un foyer. Trop de fantômes, trop de souvenirs. J'ai pris une décision, j'ai vendu la maison. J'en ai tiré un bon prix. J'ai pris l'argent, fait mes valises, et j'ai déménagé dans un petit logement en location, à l'extérieur de la ville. Quelque chose de simple, de gérable, mais à moi. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était paisible. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Diana a appelé une fois, 2 mois après le procès. Elle avait l'air petite, brisée. Elle m'a dit qu'elle avait quitté Marc, qu'elle vivait chez une amie et qu'elle était désolée pour tout. Mais je lui ai dit la vérité, simplement. Je t'aime, Diana. Mais tu as fait tes choix. Et moi aussi. J'espère que tu trouveras ta voie, mais je ne peux pas la réparer pour toi. Elle a pleuré, mais je ne me suis pas laissée émouvoir cette fois. J'ai raccroché, me sentant à la fois plus légère et plus triste que jamais. Quant à Marc, j'ai entendu dire qu'il avait passé quelques mois en prison dans le comté. À sa sortie, personne en ville ne voulait lui louer un logement. Sa réputation était détruite. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il avait quitté Asheville pour de bon. Personne ne l'a regretté. Diana a fini par emménager chez un collègue de travail. Je ne sais pas si elle va mieux aujourd'hui ou non. Nous ne nous parlons plus. Je pense encore à elle. À la petite fille qui s'asseyait sur mes genoux en disant qu'elle voulait devenir institutrice. À la femme qui est restée à la fenêtre pendant que son mari me jetait dehors comme une ordure. Je ne sais pas quelle version d'elle était la vraie. Peut-être les deux. Peut-être aucune. Quant à moi, je suis encore là. Je me bats toujours. Mon cancer est en rémission pour le moment. Je vis un jour après l'autre. Je suis bénévole dans un groupe de soutien local, pour aider d'autres femmes qui se sentent piégées par leur famille, la maladie ou de mauvaises décisions.
Si je peux leur offrir un peu d'espoir, alors peut-être que toute cette douleur n'aura pas été vaine. Et chaque fois que je passe devant mon ancienne maison, parce que oui, parfois je passe encore par là, je ressens une pointe de tristesse, mais aussi une étrange paix. Cet endroit n'est plus mon foyer. Ce n'est plus qu'un bâtiment. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire m'a brisé, intérieurement. Il est inimaginable qu'une personne qui a consacré toute sa vie à sa fille, renonçant même à son propre confort, puisse être rejetée ainsi, comme un fardeau. Margaret s'est battue de toutes ses forces pour sa fille, a construit un foyer, les a accueillis quand ils en avaient le plus besoin, et au moment où elle avait, elle, besoin de soutien, elle a été trahie par sa propre fille et son gendre. Enfermer sa chambre à clé et jeter ses affaires sur la véranda, ce n'est pas seulement un manque de respect. C'est de la cruauté. Et le pire, le silence de Diana. Le silence de celle qui aurait dû être la première à protéger. Des histoires comme celle-ci nous poussent à réfléchir à qui est vraiment à nos côtés. La famille, ce n'est pas que le sang, c'est aussi les actes. Et personne ne mérite de traverser une telle épreuve seule. Et ainsi se termine une autre histoire bouleversante de Reddit. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez-la, et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.